Monsieur Meillan, je vous remercie de m'accorder cet entretien pour les archives municipales d'Antibes. Tout d'abord, vous pouvez m'expliquer l'origine de votre famille? Alors l'origine de la Oui. famille antiboise. Oui. La famille antiboise, elle procède d'un endroit qui s'appelle la Calabre, à l'extrême sud de l'Italie, dans des endroits où l'eau, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de terres arables, et ce n'était pas pour des raisons politiques qu'ils sont partis. Ils sont partis parce qu'il n'y avait rien à faire et rien à manger. Donc ils sont partis vers 1850, 1860, 70. Et ceux qui avaient les moyens prenaient le bateau à Naples et arrivaient à Caracas ou au Buenos Aires. Peu sont allés à New York. Ah, d'accord. Et ceux qui n'avaient pas d'argent, eh bien, ils sont descendus à Gênes. Et à Gênes, ils ont marché le long de la côte. Et mes grands-parents ont eu la chance de tomber au Cap d'Antibes, de tomber à Antibes au départ. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et il y avait 5 frères et sœurs, le papa, la maman, etc. Quel est le nom de famille alors de la famille de Calabre? Paolino. D'accord. Paolino, c'est Papasidero, d'origine de là-bas. Et il y a une deuxième branche qui est venue aussi ici, qui s'appelle Maiolino, du même village. C'était des cousins. Vous m'avez expliqué que ce village avait des origines grecques. Papasidero, c'est un nom grec qui s'appelle la fille des étoiles. Et quand ma grand-mère ma grand-mère maternelle qui était de Papasidero d'origine, mais qui est née à Grasse, elle s'appelait Mademoiselle Greco. Donc quand on est d'un village calabrais qui s'appelle Papasidero et qu'on est une famille gréco, voilà, c'était les noms de famille de l'époque. Probablement on l'a appelé Gréco, cette famille, parce que c'était les Grecs. Ils venaient de plus à l'est. Voilà. C'est comme ça. Donc c'était du brassage là-bas hein, aussi, mais du brassage à de long terme. C'était pas du brassage à court terme. La connaissance que vous avez de l'histoire de la famille, est-ce que, comment dire, il y avait une tradition orale, on racontait cette histoire dans votre famille? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, il y avait des réunions familiales. Alors moi j'ai des photos de ces réunions familiales. Les femmes avaient des fichus. Elles n'avaient pas le voile, mais elles avaient des fichus. Elles étaient habillées en noir. Quand elles étaient jeunes filles, elles avaient une autre couleur de robe. Quand elles étaient veuves, elles avaient une autre couleur. C'était tout codifié, mais moi je ne connais pas les codes parce qu'on ne me les a pas donnés. Mais quand je posais des questions, on me répondait et on m'expliquait ce que c'était. Et oui, c'était comme ça. Et on mangeait la pâte, on mangeait les raviolis, on mangeait les cannelloni et on faisait cuire les poissons qu'on avait pêchés le matin. Donc c'était ça la vie exceptionnelle, 3-4 fois par an, au moment des saisons, par exemple, des changements de saison. Et ça, vous avez connu ces traditions familiales calabraises à Antibes? Oui, ici. Oui, d'accord. Ici, parce que vous êtes né ici. Moi, je suis né ici, au 59 chemin des Niels, au Cap d'Antibes, oui. Mais je suis né dans cette maison qui était la maison de mes grands-parents. On n'allait pas poser son œuf et son bébé à l'hôpital. Quand on pouvait le faire chez soi, on le faisait chez soi avec la sage-femme qui était quelqu'un de très, très, très important à l'époque. Oui, effectivement. D'accord. Alors, est-ce que la famille a toujours travaillé dans l'horticulture? Alors, la famille n'a pas toujours travaillé que dans l'horticulture.
Disons depuis qu'elle est à Antibes. Hein. Depuis qu'elle est à Antibes, je parle d'Antibes. Et moi, la famille, je peux vous parler que depuis mon grand-père, Oui. qui est né en 1883. Donc en 1883, avec ses frères et ses sœurs, ils étaient à Antibes. Une partie de la famille était née en Calabre, et l'autre partie est née à Antibes. Ceux qui sont nés à Antibes étaient français. Ceux qui sont nés en Calabre, ben, ils étaient italiens. Et quand il y a eu la guerre entre les deux pays, ben, on en avait d'un côté et de l'autre. Et mon grand-père m'a dit, parce que celle-là, vous n'allez pas y couper, mon grand-père m'a dit, tu sais petit, et j'étais petit à l'époque, j'étais très jeune, il m'a dit, il me disait ça dans son français à lui, il n'était jamais allé à l'école. Et il me dit, le pays qui te donne à manger, petit, c'est ton pays. Et il avait son frère avec le drapeau à 3 couleurs, mais il y avait le vert au lieu du bleu, et effectivement, c'était probablement très poignant pour eux de savoir que c'était comme ça que ça s'était passé. Alors, quand ils sont venus, une partie des émigrés de cette famille étaient comme tous les émigrés, ils se sont mis maçons. Vous voyez ce que je veux dire? Les maisons se terminaient plus ou moins, etc. Et puis, mon grand-père, à 12 ans, était savetier dans le vieil Antibes. Et c'est là qu'il a fait sa première faillite. Et je vois toujours l'endroit où il est, où il y avait son petit échoppe au bout dans un sous-sol, à côté de la place nationale. Donc, si vous voulez, mon grand-père m'a raconté que quand il travaillait, après avoir fait faillite, il s'était mis au champ, il allait au champ, aider soit des parents, soit des propriétaires. Et le soir, quand il arrivait trop tard à Antibes, eh bien, la porte marine était fermée et il couchait dehors. Et ça, c'est des choses que les gens d'aujourd'hui ne s'y attachent pas. Moi, c'est lui qui me l'a raconté, c'est pas on m'a dit, c'est lui qui m'a dit, tu vois, c'était comme ça. Dans son français d'origine calabraise, n'ayant pas été à l'école. J'insiste là-dessus parce qu'il était pratiquement, il était pratiquement illettré. Pratiquement. Donc, donnons-leur des moyens et ils feront quelque chose. Oui. Mais il faut aussi avoir la volonté de faire quelque chose. Alors bon, c'est tout le... Alors à l'époque, la volonté, elle était à tous les coins de rue, bien sûr. Et c'était tout... Ça paraissait tout facile. Parce qu'ils se mettaient savetiers et ils n'avaient pas une licence de savetier. Hein. Et ils avaient trouvé quelqu'un qui leur louait un petit estancro et puis voilà. Par contre, quand ils ont voulu faire réellement des affaires, bon, il n'y avait pas les banques, elles ne connaissaient pas les Calabrais, elles ne savaient pas qui étaient les Calabrais, mais il y avait le notaire. Et le notaire, eh bien, il pratiquait l'usure. On ne les appelait pas d'ailleurs des notaires, on les appelait les usuriers. Alors, les choses se sont passées à 20, 22, 25% de charges d'intérêt. Seulement, en face de ces intérêts qu'ils étaient obligés de payer, ils avaient la volonté de s'en sortir et de travailler. Alors, ils ne travaillaient pas 42 heures ou 40 heures, ils travaillaient 7 jours sur 7, et ça fonctionnait comme ça. Je veux dire, ils s'en sont sortis que parce qu'ils ont travaillé. Et puis, à un moment donné, là je fais une distinction entre les immigrés ou les gens d'origine immigrée, avec les propriétaires qui avaient pignon sur rue et qui avaient 4-5 enfants et qui étaient propriétaires des terrains. Ben, eux, ils n'avaient personne qui travaillait et ils utilisaient un moyen de faire que la propriété était propre, cultivée, entretenue, etc. Et c'était l'oumitan. Donc ils faisaient à moitié. Il n'y avait pas de papier. Hein. Je ne pense pas qu'il y avait des papiers qui disaient c'est à mi-temps. Donc en fait, le propriétaire mettait le terrain, il mettait
des engrais, ils mettaient l'eau, et tout le reste était fait par les gens qui y travaillaient. Et c'est comme ça que cette famille a pu trouver une voie dans l'horticulture à la fin du 19e siècle, avant 1900, 1901, 1902, et puis le jour où les propriétaires de ces terres ont décidé de les vendre, mais ils étaient sur place. Oui. Ils étaient sur place, donc ils ont demandé à être sur les rangs pour les racheter. Ça valait rien. Ça valait beaucoup pour celui qui payait 20-25% d'intérêt, parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'argent. Mais comme ils avaient toujours été très honorables avec les notaires, avec l'usurier, eh bien, ils ont pu avoir les fonds pour pouvoir acheter leur part de ces terrains, qui aujourd'hui, ben, ils sont au Cap d'Antibes, alors vous voyez ce que je veux dire. Donc, parce qu'on est sur ces terrains depuis plus de 100 ans. Oui, on a du mal à s'imaginer que ces terrains du Cap d'Antibes n'avaient pas une grande valeur au départ, quoi. Mais il n'y avait rien. Eh oui. Il n'y avait rien. Moi, j'ai des photos de l'époque où on voit absolument en face rien de construit sur la colline de Valoris, rien, ça n'existait pas, il y avait 3 fois rien à l'époque. Moi, ça, je ne l'ai pas connu, mais même quand j'ai connu, je vais dire qu'en 1945, il n'y avait pas grand-chose non plus. Il n'y avait pas grand-chose non plus. Alors, il y avait quelques grandes propriétés qui avaient été développées. Il y avait, indépendamment de l'hôtel du Cap, qui, lui, a été bâti à la fin du 19e siècle, aussi par des immigrés qui étaient piémontais, laissés là, et qui avaient eu l'idée de faire quelque chose de très spécial. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est un des 5 hôtels les plus prestigieux du monde. Alors, il est moins isolé qu'il n'a été, mais il faut se souvenir qu'à Antibes, pour monter au Cap d'Antibes et pour aller à l'hôtel du Cap, eh bien, il n'y avait que le tramway. Moi, je ne l'ai pas connu, le tramway, puisqu'il a été, je pense, arrêté avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était le moyen de circuler de l'époque pour aller de la gare d'Antibes, parce qu'il y en a qui croient que la gare d'Antibes, elle a été faite il y a 5 ans. Elle a 160 ans et passé. Le train, il passait là. Hein, donc, oui. Il faut bien comprendre qu'à ces époques-là, c'était une région de grand tourisme, mais de grand tourisme hivernal. C'est ce que les gens n'ont pas tout à fait bien perçu. Grasse était la ville des Anglais. Et était la ville des Anglais. Nice était un peu plus, on va dire, russe. Et les endroits où on avait des produits frais, c'était incontestablement la vallée du Var. Elle était déjà française, elle était devenue française, et tout ce qu'il y avait au bord de la Siagne, au bord du Loup, au bord de ces quelques petites rivières folles, qui, quand elles ont les grandes pluies à 10 km, eh ben, ça fait des désastres, parce que les gens qui font ces types de projets, ils oublient la vraie nature. Quand mon grand-père est arrivé la 2e fois de Calabre, et qu'il marchait, car la première fois il était venu il n'était pas venu puisqu'il est né à Antibes. Il était reparti en Calabre avec sa famille et ils sont revenus à pied depuis Gênes. Et il m'a dit, tu vois petit, il y a un endroit fabuleux, il n'y a que des grandes montagnes et il n'y a pas de terre, il n'y a rien.
Et dans son esprit, il voulait parler de Menton, de Monaco, de Villeneuve, Villefranche. Et puis il me dit, tu sais, il y a des gens, ils se mettent dans des fonds de vallée. Et ils ne se rendent pas compte que la pluie va venir brutalement et leur faire un désastre, les inonder. Ils pensaient à la Brague. Vous vous rendez compte? Il pensait à des choses de la nature parce qu'il l'avait vu, vécu ou entendu dans sa région, la Calabre, où c'était montagneux, il y avait de tout. Il y avait des torrents, c'était la grande sécheresse. Et puis un jour, il m'a dit carrément, il m'a dit, tu sais, hein, moi je suis venu là, je mourrai là. Et il est mort là, à 93 ans. Parce qu'il avait trouvé, il avait trouvé son paradis à tout point de vue, y inclut son travail, etc. Donc il avait vraiment fait une synthèse avec ma grand-mère qui tenait les cordons de la bourse, comme les femmes dans ces temps-là. Et elle était allée à l'école, elle savait compter, elle savait écrire, elle était née à Grasse. Donc elle avait été dans un système scolaire, on ne l'appelait pas de la République, mais de la République quand même. Donc et c'était vraiment le mélange de celui qui était même né à Antibes, retourné là-bas et revenu, de quelqu'un qui était né sur place, mais qui était parfaitement intégré. Ça, c'est très, très, très important à l'époque. Oui. Alors, quelque chose m'intrigue, c'est la rencontre de ces immigrés italiens avec l'horticulture. Parce que, bon, ils vont travailler à la terre, votre grand-père, j'ai compris, donc après les difficultés qu'il avait eues dans l'artisanat, il va travailler, mais au lieu de faire du maraîchage, il se tourne donc vers la culture des fleurs. Oui. Hein? Mais qu'est-ce que c'est qui a fait, parce que c'est un peu, ça paraît quand même novateur par rapport à la culture des fruits et des légumes. Est-ce que tout de suite ils ont vu que c'était une culture de rapport? Comment ils sont arrivés à la culture des fleurs? Vous n'avez pas d'études de marché, je vous rassure. En tout cas, s'il y en a eu, moi je ne les ai jamais connus. Par contre, ils étaient à l'écoute de plein de choses. Je vous ai parlé de l'hôtel du Cap. À l'hôtel du Cap, ils venaient les super riches du monde. Ma grand-mère, elle était repasseuse à Grasse. Elle repassait les choses des Anglais, les super riches du monde. Et ces gens-là, eh ben, quand ils repartaient chez eux, ils repartaient avec du mimosa. Ils repartaient avec des fleurettes d'Antibes. Ils repartaient avec le concept des fleurs et des fruits, parce qu'il y avait déjà les mandarines et les oranges, et ils repartaient avec ces choses, un peu de luxe pour eux. Nous, on les avait sauvages, les mimosas, ils étaient déjà dans les collines. Pas les mimosas cultivés, mais il y avait déjà des choses qui se passaient à Mandelieu, au Tadron, au-dessus de Cannes, etc. Donc, ils étaient imprégnés et ils avaient un grand respect pour ces gens qui venaient de loin et qui leur disaient « mais ici, vous avez tout ». Et il me reste dans mon jardin ici, il me reste des pieds de strelitzia. Les strelitzia, c'était mon grand-père qui les faisait. Et il faisait les croisements des strelitzia pour faire grossir le strelitzia. Et le strelitzia, c'était l'oiseau, alors je ne sais plus son nom, l'oiseau c'était pas l'oiseau du paradis, c'était peut-être l'oiseau du paradis. Et pour eux, repartir avec ça, qui poussait pas en Angleterre, qui poussait évidemment pas dans le nord de l'Europe, ni en Suisse, ni etc., et encore moins à Saint-Pétersbourg. Parce que ça, c'est une vraie histoire. Les
les premiers exportateurs de fleurs français. Il y a eu les exportateurs de fleurs de la côte italienne, qui ont commencé un peu, parce qu'il y avait beaucoup de Russes aussi sur la côte italienne. La Riviera italienne avait un peu pris le pas au départ, elle était plus précoce que la Riviera française, et que la Côte d'Azur, on va dire, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et je me souviens qu'il m'a raconté que dans le début des années 1900, de leur production, ils l'emmenaient, de la production de fleurs, ils l'emmenaient dans des grandes balles, dans des grands paniers, portés par 2 personnes, les fleurs étant litées, et ils les amenaient à la gare de Vintimille 2 fois par semaine, parce qu'il y avait le train qui partait pour Saint-Pétersbourg. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, vous racontez ça à des gamins, ils vous disent « Mais, attendez, où c'est Saint-Pétersbourg ?» Alors, on leur explique « Ah oui, Leningrad, d'accord, qui s'appelle à nouveau Saint-Pétersbourg, mais, ah oui, et alors, mais comment ils faisaient? Eh bien, il y avait le train, et le train, c'était le tchou-tchou à vapeur. Mais en plein hiver, comment ils faisaient? Les wagons étaient réfrigérés? Non, ils étaient chauffés. Ils étaient chauffés parce qu'ils traversaient toute l'Europe centrale, à commencer par déjà le nord de l'Italie, et ils arrivaient là-bas après. J'ai essayé de voir combien de temps il fallait, mais il leur fallait au moins 3 jours. 3 jours, lités, en antigel, sans eau, et elles faisaient encore leur temps à la cour du tsar et compagnie à Saint-Pétersbourg. Donc, oui, ils avaient eu la chance et ils avaient l'humilité d'écouter les gens qui, d'après eux, savaient et leur disaient « mais envoyez-nous des fleurs ». Et ils étaient devenus aussi, ils étaient producteurs d'un côté et grossistes en fleurs d'un autre, à Antibes, où il y a toujours sur la rue parallèle de la... je ne sais plus les noms maintenant, avenue Gambetta, il y avait le magasin de fleurs de grossistes là, des Maiolino, Paolino, et ils étaient là. Et voilà, donc j'ai les photos avec la devanture, avec tous les cousins qui étaient associés à l'époque. La voiture, elle marque son temps, donc on voit que c'est une voiture d'avant 1914, ça c'est sûr, et elle était là, et il faisait partir 2 fois par semaine les fleurs pour Saint-Pétersbourg. Donc c'est effectivement toute cette population qui était beaucoup plus au Cap d'Antibes qu'elle n'était dans les Hauts d'Antibes, on va dire, ben, effectivement, elle a joué un rôle assez déterminant auprès de certains qui les ont acceptés, les ont même intégrés. Ces étrangers, on les a intégrés. Vous savez, un des grands clients de ma grand-mère, c'était le duc de Windsor. Et le duc de Windsor, si vous voulez, le roi qui avait abdiqué pour son amour avec son américaine, qui elle-même était divorcée, et ben, ils habitaient au Cap d'Antibes. Et oui, au Cap d'Antibes, il y avait des gens comme ça, de cette époque-là. Il y avait toute la famille Kennedy. Ouais. Donc il y avait, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Jean Lépin, mais si vous voulez, quand je vois que les gens ne savent plus qui était la tribu des Gould, ben c'est qu'ils ont loupé un train, si je puis employer ce terme, mais enfin c'était quand même eux les propriétaires du Pennsylvania Railroad Company, donc la compagnie des trains américains de Pennsylvanie, qui était une des très très grandes compagnies américaines. Et voilà. Et puis ça a toujours été comme ça. Alors après ce temps, il est venu un peu de modernité dans les cultures florales. Les serres ont été chauffées par des petites chaudières à charbon. Mais
petite, ça voulait dire qu'il fallait que quelqu'un dorme à côté de la chaudière pour remplisse la chaudière. Ça, c'était avant 1940, hein, ce que je vous parle. Et un des grands problèmes qu'ils ont eu, les horticulteurs qui étaient un peu modernes avec des choses comme ça a été la Grande Grève de 1936. Parce que la Grande Grève de 1936, eh ben, ceux qui mettaient le charbon dans les chaudières, ils se sont foutus en grève. Alors là, eh ben, des gens comme mon grand-père et quelques bonnes volontés, ils se sont mis à la place d'eux et ils ont dit, vous ne voulez pas travailler, eh bien vous ne travaillez pas, mais il n'y a pas de problème. La chaudière, il faut qu'elle tourne parce que les plantes, elles ne vont pas attendre que le bon vouloir de ceci et de cela. Je ne critique pas la grève de 1936, mais en tout état de cause, il y a eu des incidents de parcours de cette importance-là. Et là, ben, ils étaient en pleine production, en hiver. Il n'y avait pas encore réellement ce qu'on appelle aujourd'hui la Saint-Valentin comme pic important, mais ça partait avec le mimosa. Il fallait que tout ça parte à Londres. Les grands marchés, c'était incontestablement Londres, Paris, Saint-Pétersbourg. Voilà les grands marchés de ces époques-là. C'était... Ce qui m'étonne beaucoup, c'est ces immigrés italiens c'est des gens de la terre, mais ils ne sont pas prisonniers, on pourrait dire, de leur travail, d'une routine de travail. Ils arrivent à, comment dire, ils sont à l'affût quand même de, comment dire, de ce qu'il faut faire, quelle est la meilleure production qui va rapporter. C'est ça quand même aussi qui est assez étonnant. Ils ont une disponibilité d'esprit pour s'adapter, comment dire, à ce qui pourrait être leur clientèle. Disons, ils ont un peu une intuition quand même. Alors, ils avaient, je pense, mais ça c'est moi qui le dis, par déduction, ils étaient très ouverts. Ils étaient... je ne vais pas vous parler des États-Unis parce que je vais me faire engueuler. Mais aux États-Unis, ce n'est pas les Américains qui ont fait quelque chose, c'est les immigrés. Car il n'y a personne aux États-Unis qui ne soit pas immigré. Même si aujourd'hui, il y a, paraît-il, des grandes familles, vous savez, les Dupont de Nemours et compagnie, ben, c'était des immigrés. Et en plus, ils étaient français, ceux-là. On n'en a pas vu beaucoup de Français là-bas, mais il y en a quelques-uns qui sont allés. Et ben, ils avaient... Les Italiens, en Pennsylvanie, donc dans l'État pratiquement le plus proche de New York, c'est eux qui ont créé toutes les cultures de champignons. Ils n'étaient pas champignonniers en Italie, mais ils étaient ouverts. C'était des gens qui étaient ouverts. Et vous savez, il y avait quelque chose qui était fondamental. Les immigrés, ils ont toujours faim. Ils ont toujours faim, non pas pour aller au resto du cœur, mais ils ont toujours faim et ils ont deux bras et leur cerveau, plus ou moins bien mis. Ils ne sont pas forcément éduqués, mais ils sont ouverts et ils observent, ils sont... donc, et puis, ils n'avaient pas honte d'aller se frotter, si je puis employer avec les gens très riches. Vous savez, quand ma grand-mère, elle recevait le duc de Windsor, il s'asseyait dans la cuisine, elle lui donnait le café. Et le café, il était fait avec évidemment la cafetière napolitaine, parce qu'à l'époque, le café qu'on buvait chez ma grand-mère était mieux que les cafés au goutte à goutte. Alors, elle retournait la nager et il faisait... Madame Marie, il appelait Madame Marie, et ma grand-mère était toute fière et toute... Elle savait qui était le duc de Windsor. Elle savait qu'il n'était pas du même monde. Mais après tout, quand il était dans sa cuisine, c'est lui qui était dans le même monde que ma grand-mère. Donc c'est ça qui était très important, de ne pas avoir d'avoir une barrière entre les différentes castes et classes. Et je reviens à l'hôtel du Cap. L'hôtel du Cap, y inclus de mon temps quand j'ai commencé, eh bien, il ne me restait plus que mon grand-père. Papa Meillan,
le Lyonnais, qui était tombé ici en 1948 et qui s'est adapté sans aucun problème. Et les grands de ce monde, amenés par M. Sella, le fils, venaient voir Papa Meillan, lequel avait son tablier bleu de jardinier, et il lui disait, c'est le président du Sénat, c'est le président ou la reine de Grèce, ou ces gens-là, ils avaient besoin aussi d'avoir autour d'eux des choses qu'ils pouvaient aller visiter facilement. Ben, un jour, il y a eu l'impératrice Soraya, la femme du Shah, en 1955. Il y avait encore, en 55, oui, il y avait encore mon père. Et M. Sella est venu l'accompagner. Elle a voulu voir ce que c'était. Et elle a vu la création des roses au Cap d'Antibes, etc. en 1955. Moi, j'avais 15 ans. Moi, j'étais impressionné par des grands personnages parce que je me rendais compte de la différence. J'étais plus tout à fait de la génération de mes grands-parents. Je me rendais compte de la différence. Et cette différence faisait que, ils parlent anglais, ben, il faut bien apprendre l'anglais, il faut apprendre ceci, il faut pouvoir converser avec eux à égalité. Après, on n'est pas à égalité, peu importe, on s'en fiche. Et c'est grâce aussi à ces gens qui étaient là et qui venaient voir mes grands-parents, comment il s'appelait, il y en avait un, il s'appelait Dubonnet. Donc c'est Dubon et Dubonnet, et bien il avait sa villa au Cap d'Antibes. Il y en avait un autre, il s'appelait Picozzi. Et Picozzi, c'était le patron de Simca et de Fiat. Donc il avait sa villa, qui s'appelait d'ailleurs la villa, elle s'appelait Doran. C'est l'anagramme de Aronde. Et tous ces gens-là, ils venaient prendre les fleurs, acheter les fleurs chez ma grand-mère. Et moi, je les voyais. Et j'étais impressionné de voir le monde qu'elle attirait par sa gentillesse, etc. Il payait le prix, hein, vous ne faites pas de soucis de ce point de vue-là. Elle savait faire son boulot. Mais et comme ça, toute la tribu qui est dédiée, quand ils venaient, ils n'avaient pas loin à aller pour aller à la messe. Il y avait Saint-Benoît en face, ils habitaient de l'autre côté du boulevard du Cap, et puis il y en avait comme ça, je ne peux pas vous les citer parce que je ne les sais pas tous, mais il y en avait beaucoup. Alors, est-ce que votre famille, c'est un cas particulier ou est-ce qu'on peut parler, on pourrait dire, du rôle de toutes ces familles, du rôle moteur de toutes ces familles italiennes dans l'horticulture à Antibes? Est-ce que, ces Italiens, ils représentaient quelle proportion, on pourrait dire, des horticulteurs? Je pense qu'ils représentaient plus que beaucoup, comme dirait l'autre. C'est-à-dire qu'il devait y avoir 70% d'immigrés. La floriculture a été constituée. Alors, elle était constituée probablement vous prenez les listes des noms qui étaient des horticulteurs antibois et vous avez vous avez le pourcentage facilement. Moi, j'ai commencé mon travail en 1958. Mon papa est décédé au mois de juin. Au mois d'octobre, je visitais les horticulteurs de célèbre rue Antibes. C'est, je vous fais son nom, qui va de la piscine jusqu'à Biot. Avenue Jules Grec. Sur l'avenue Jules Grec, je visitais 150 clients à nous, donc des horticulteurs qui cultivaient des roses Meillan parce que les Paulino créaient des fleurs, mais très vite, et avant la Seconde Guerre mondiale, le créateur local, François Paulino, qui avait créé 2-3 belles roses, il a eu l'opportunité, la malchance, la chance, suivant comment on le voit, que sa fille était
mignonne, très très jeune, et qu'il donnait les variétés à multiplier, donc reproduire pour les plantes, à un Lyonnais qui s'appelait Meillan. Et ce Meillan, il est venu avec son père, Francis Meillan, mon père, est venu avec papa Meillan, son père, donc mon grand-père, passer du temps chez leurs clients, François et Marie Paolino. Et là, mon père avait 9 ans de plus que ma future mère, et il a dû se passer quelque chose. Et en tout cas, il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils se sont revus. Et donc, c'était en 1933. Ma future maman était très très jeune, et mon futur papa, il avait 20 ans. Et elle devait avoir 12-13 ans. Et ma mère et son père ont arrêté pratiquement de faire à leur compte des créations de variétés, et mon père continuait les siennes dans la région lyonnaise. Et puis, il a vu que le climat ici était plus que favorable. Ils avaient des fleurs à Noël et avec un peu de chauffage en février et mars. Il a dit, c'est le pays où je rêverais d'habiter. Et puis, donc, c'est là où je pense que cette conjonction n'a pas été la même pour les horticulteurs. Mais c'est sûr que toutes ces familles avaient la chance d'avoir à Antibes un des plus grands centres de recherche européens, voire du monde, en matière d'agronomie. C'était l'INRA, Institut national de la recherche agronomique. Et il était au Cap d'Antibes, ce que l'on appelait vulgairement la Villa Turret. Mais la Villa Turret, c'était une chose, avec son arboretum d'adaptation de plantes, et il y avait en face l'INRA. Et il y avait des chercheurs extraordinaires dans toutes les disciplines qui tournaient autour de cultures, on va dire, méditerranéennes. Quand on voulait savoir quelque chose sur les oliviers, ben, il y avait quelqu'un à l'INRA qui pouvait répondre. Et sur les œillets, et sur différentes plantes. Et donc, tout en étant d'origine immigrée, pas éduqué, s'étant approché des gens les plus importants socialement parlant du monde, des rois, des impératrices, des ceci et de cela. De l'autre côté de la rue, il y avait un centre de recherche, c'était des ingénieurs. Ils parlaient un français impeccable, ils écrivaient en anglais impeccable. Je veux dire, c'était des vrais chercheurs. Pour l'immigré, c'était difficile d'aller les voir. Mais il y en a qui avaient faim de continuer à pousser et ils allaient les voir. Et ils faisaient les essais chez eux. Venez, faites les essais chez nous, vous verrez. On vous met à disposition la surface qu'il faut, on les fera. On a quelqu'un qui sait bien lire, bien écrire et qui vous donnera des rapports, etc. Et c'est ce petit institut de la recherche agronomique, le deuxième de France, qui a mis au point la culture hors sol. Aujourd'hui, on l'attribue à d'autres endroits. On l'attribue suivant si on est pro-israélien ou contre Israël, on l'attribue aux Néerlandais, on l'attribue à ceci, cela. Donc, il est né au Cap d'Antibes. Et là, c'est là où on se rend compte qu'à un moment donné, la matière grise, c'est une chose, son exploitation peut être autre chose. Et c'est là où, effectivement, toutes les serres que nous avions à l'époque ici, de toute la famille, étaient en culture, et sont devenues en culture hors sol. Et pour faire cette culture hors sol à l'époque, on n'avait pas la laine de roche, on n'avait pas tous ces ingrédients d'aujourd'hui qu'on va chez le marchand, on les achète, on les reçoit par gros camion. Il a fallu utiliser des produits
qu'aujourd'hui les écologistes nous disent que c'est des produits de proximité. Oh, ils étaient plus que de proximité. La culture hors sol, le sable, il venait des silices de biote. Plus près, ça ne pouvait pas se faire. Et tout était fait avec... Il n'y avait rien d'importé. Ce qui était importé, c'est vraiment ce que nous n'avions pas ici. On n'achetait même pas la solution nutritive pour donner à manger aux plantes. Elle avait été mise au point à l'INRA du Cap d'Antibes. Elle consistait en 12 éléments qui aujourd'hui seraient interdits parce qu'ils sont, paraît-il, des éléments nutritifs. Je vous dirai le nom après. Il y avait 6 majeurs et 6 mineurs. Et il y en avait qu'un qu'on ne pouvait pas mélanger, c'était on ne pouvait pas amener le fer. Le citrate de fer, on ne pouvait pas l'amener dans la solution nutritive, il fallait l'appliquer en plus une fois tous les 15 jours. Moi, je l'ai fait, j'ai fait les solutions nutritives, j'ai participé à toute cette évolution. J'étais un petit garçon. Je ne suis pas allé longtemps à l'école et je n'étais pas intéressé par l'école, à vrai dire. J'étais comme ces gens venant de ces milieux, j'étais impressionné de voir des gens d'un certain âge qui savaient plein de choses, que même dans les livres, on ne les trouvait pas, les choses, parce qu'on nous apprenait encore Vincent Gintorix et des trucs comme ça que j'ai appris depuis. Mais sur le coup, j'ai fait un dégagement, si vous voulez, dans la pratique. Ce qui m'a rendu service, c'est que mon papa, ce qui m'a rendu service du fait que mon papa nous a quittés et que j'avais 18 ans, j'ai pu, grâce à plein de contacts à droite et à gauche, mais tous, la plupart locaux, relever la tête avec mes grands-parents, ma maman, qui était quand même une jeune veuve de 38 ans, et avec 2 enfants, et voilà. Donc, ça c'est très brièvement, mais ce qui reste comme fil conducteur de ce que je vous dis, et je ne l'ai pas pensé avant, c'est le fait que ces gens, ben, ils n'avaient pas peur des grands de ce monde, ils n'avaient pas peur de se retrousser les manches, de travailler, ils n'avaient pas peur de leurs autorités. Et quand il y avait quelque chose à faire, ils étaient toujours présents. Vous savez, Antibes a été une ville où il y avait des batailles de fleurs. Moi, je crois que les dernières batailles de fleurs, il y a déjà bien longtemps. Un jour, ils en ont fait une, paraît-il, au port d'Antibes, mais bon, elle a fait plouf et ça a été fini, il n'y en a plus. On avait des expositions à Jean Lépin, dans des expositions internationales, tenez-vous bien, monsieur, internationales à Jean Lépin, et il y avait les édiles du monde politique de l'époque. Je pense que un de ceux-là, c'était Delmas, qui lui-même était horticulteur. Je pense qu'il a été le seul maire horticulteur de la ville d'Antibes, je pense. Et on avait des expositions extraordinaires, et qui venait inaugurer l'exposition à Jean Lépin? Tiens, par hasard, le président de la République. Oui, je sais bien que le président de la République, à la fois, il était là pour inaugurer les chrysanthèmes, mais il venait aussi inaugurer les expositions locales de Jean Lépin. Et il y avait des fêtes, entre guillemets, populaires, dans lesquelles les grands de ce monde se montraient. Et si vous voulez, moi, à 12 ans, j'ai eu une expérience à Jean Lépin, à 12 ans. 3 jours, et pratiquement 3 nuits. C'était le mariage de Sidney Bechet. Quand vous êtes dans un petit bled, comme Antibes Jean Lépin, et que vous aimez la musique, il avait 12 camions plateaux. Alors, des camions plateaux, ce n'étaient pas les gros semi-remorques de maintenant, c'était des petits camions plateaux. Et sur chacun des camions plateaux, il y avait un orchestre. Imaginez-vous un gamin de 12 ans
qui habitait à 2,5 km de l'endroit de ça, mais on y allait à pied, on était tranquille, et nos parents ne nous disaient pas faites attention à quoi que ce soit. Il n'y avait aucun risque d'aucun ordre. Et le seul risque, c'était de devenir musicien. Eh bien, c'était sympa. Il y avait une ambiance extraordinaire. Puis maintenant, quand on passe à Jean-les-Pins, ben on voit le feu l'hôtel provençal en réfaction depuis 40 ans. Donc c'est là où il y a quelque chose qui ne cadre pas avec ma façon que j'ai de voir. Il nous manque des immigrés, mais des immigrés qui ont le terrain prêt pour faire quelque chose. Alors je sais bien que maintenant, vous avez une grande marque qui s'appelle Uber. Si vous prenez un Uber pour vous conduire à quelque part, c'est un immigré. C'est rien d'autre qu'un immigré. Vous avez Amazon qui livre 24 heures sur 24, y inclut le dimanche. Bon, le dernier que j'ai trouvé, c'est un Georgien. Et il est parti de Géorgie il y a quelques années parce qu'il était policier en Géorgie, il n'était pas du bon côté. Poutine a voulu les mettre au pli. Alors, et ceux-là, je ne sais pas si ils ont faim, ils n'ont peut-être plus les moyens de faire ce qui a été fait par ceux qui ont trouvé un pays vide, parce qu'il n'y avait personne ici, il n'y avait pas d'agriculture. Je ne dis pas que tout le monde devrait être dans l'agriculture, mais enfin, ça ferait bouffer les gens avec des bons produits. Et puis, voilà. Donc, il faut qu'il y ait, non pas ces flots d'argent qui partent, qui reviennent, qui circulent, qui vous foutent un bazar du feu de Dieu. Le dernier truc, c'est derrière l'école du Cap, la petite école du Cap, il y avait un Américain qui a terminé en prison. C'est lui qui a fait le krach boursier. Et il était au Cap d'Antibes. Donc, peut-être qu'avant, il y en a eu, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a plus aujourd'hui qu'il y en a eu dans ces époques-là. Et je pense que oui, ces époques-là ont été des époques bénies pour notre petit territoire. Oui, c'est très intéressant cette idée que finalement, il y a eu les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a eu, de nos jours, on emploierait le terme de start-up, mais... Tout à fait. Mais voilà, il y a eu ces gens qui ont envie de s'en sortir et ils ont rencontré, d'un côté, le savoir scientifique, eux, ils avaient les bras et l'ouverture d'esprit, et les clients, c'est-à-dire cette haute société qui était dans le voisinage. C'est très intéressant. Et finalement... Tout ça, c'est un peu le moteur de l'horticulture au départ. Et ça a été le moteur. Ça a été le moteur. Voilà, oui. C'est sûr. Alors, dans cette réussite, mais quand même, votre famille a particulièrement bien réussi, même si on parle effectivement des effectifs des anciens Italiens dans l'horticulture. Donc, votre famille a eu un destin quand même particulier, puisque vous travaillez, on pourrait dire, vous avez une notoriété internationale. Alors, je voudrais qu'on fasse une rétrospective sur la création des fleurs et des roses. Est-ce que ça a commencé, la création des fleurs dans la famille, par les roses, ou il y a eu d'autres fleurs? Non, nous, ça a été les roses uniquement. Toujours les roses. Oui, et ça a été les roses principalement au départ les roses pour les amateurs de jardin. Oui. Et c'est parti de Lyon, 1850. Un jardinier du célèbre parc de la Tête d'Or à Lyon, qui est le plus grand parc au cœur d'une ville européenne, il faut quand même le souligner, et qui est toujours gratuit. On rentre, on sort, on visite, on amène son pique-nique. Mais en 1850, il y avait un jardinier, il s'appelait Joseph Rambaud. C'était mon arrière-arrière-grand-père. Et il s'amusait à créer un peu de chrysanthèmes et des roses. Et il a créé quelques variétés de roses substantielles, qui sont toujours, aujourd'hui, on les retrouve encore. Et c'est ça qui est amusant, c'est que ce Joseph Rambaud, il avait une fille.
et sa fille unique. Et il a eu un apprenti qui est venu, qui s'appelait Francis Dubreuil. Francis Dubreuil, il est venu comme apprenti, il lui a pris la fille. Et il est devenu créateur de roses avec son beau-père. Et puis ce Francis Dubreuil, il avait une fille. Et il a eu un apprenti. Antoine Meillan, celui que je vous ai appelé Papa Meillan, mon grand-père. Et mon grand-père, eh bien, né en 1884, il est parti de chez son beau-père avec tout le savoir-faire de cette déjà petite dynastie et il s'est mis à créer des roses avec sa femme. Sa femme est décédée alors qu'elle n'avait que 46 ans du même cancer qu'est décédé son fils Francis Meillan, mon père. Et avant qu'elle ne décède, elle a dit « Antoine », puisque Papa Meillan s'appelait Antoine et Francis, « quand je ne serai plus là, promettez-moi de continuer et allez voir les Paulino au Cap d'Antibes, nos clients et amis. » Et c'est là que c'est redevenu, par le biais du mariage de mes parents, et que les Paulino sont rentrés alors qu'ils étaient création de roses pour la fleur coupée, et que Francis Meillan, lui, était plutôt jardin. Puis Francis Meillan, il a eu une chance inouïe. À 23 ans, il a fait son premier voyage aux États-Unis. Un petit Français lyonnais fait son premier voyage aux États-Unis. Alors, le bateau, il n'y avait pas d'autre moyen d'aller aux États-Unis. Et puis, il avait des contacts américains qui venaient de temps en temps en Europe et particulièrement en France pour voir la création variétale. Et il y en avait un qui s'est intéressé à lui comme un Américain peut s'intéresser à un étranger. On dirait aujourd'hui un mentor. Robert Pyle. Et Robert Pyle de Pennsylvanie, il a pris Francis sous son aile. Lui étant en Pennsylvanie, mon père étant à Lyon. Et j'ai retrouvé très récemment, il y a 4 semaines, l'article qu'il a fait en 1935 de son voyage aux États-Unis. Il n'avait que 23 ans. Un petit Français de 23 ans. Lyonnais de surcroît, c'est-à-dire des gens qui, si on ne mange pas ceci, si on n'a pas le Beaujolais, on est foutu. Eh bien, il est arrivé aux États-Unis. La première chose qu'il a fait, parce qu'il avait semé des noyaux de pêcher pour pouvoir se financer son voyage aux États-Unis, donc il l'avait prévu 2-3 ans avant, parce que les noyaux de pêche, ça ne pousse pas si vite que ça. Les arbres, il fallait quand même qu'ils aient un certain âge. Et il est arrivé là-bas, et il a fait un rapport extraordinaire, que je donnerai, bien qu'il ne soit pas anti-bois le rapport, mais il est d'un personnage qui, lui, est devenu anti-bois par mariage, et puis il est enterré au cimetière d'Antibes, et le boulevard du Cap s'appelle Francis Meillan, du nom de mon père, parce que mon père, en peu d'années, donc de 48 à 58, 10 ans, au Cap d'Antibes, il a aidé énormément l'Institut de la recherche agronomique, qui lui a bien rendu, et il a aidé à développer les cultures de roses d'Antibes et d'en faire quelque chose de notoire. Puis après, ben, c'est parti peut-être un peu en couille et en quenouille, mais c'est comme ça que ça s'est fait, et il est décédé à 46 ans. À 46 ans, on n'a pas fini une vie de travail et de trucs comme ça, mais il a fait ça, et j'ai essayé de maintenir ce flambeau et cette flamme aussi longtemps que je peux, et bien voilà, c'est comme ça qu'on écrit l'histoire. Alors, ça me permet donc de faire une transition ou d'aborder un moment important dans l'histoire de la famille,
et dans les créations de fleurs, c'est d'aborder la baccara. Parce que quand on parle des roses Meillan, eh bien, il y a un nom qui vient, c'est la baccara. Est-ce que vous avez aussi ce même sentiment que la baccara est un, comment dire, un moment très important et un tournant dans l'histoire de, disons, de l'entreprise? Dans l'histoire de la rosiculture, Oui. au minimum européenne. D'accord. Au minimum européenne, Oui. et particulièrement antiboise. Les deux côtes, la côte française et la côte italienne, ont eu énormément de culture de baccarat, mais nos amis néerlandais ont développé la rosiculture néerlandaise avec baccarat. Donc baccarat, c'est 1954. Et mon père de Lyon a pris son vélo. Comme la rumeur disait, le Cap d'Antibes a explosé. Ils ont fait sauter le Cap d'Antibes. Et il est arrivé à vélo de Lyon. Quand aujourd'hui je vois les reportages épouvantables qu'on nous fait voir du Liban, de ceci et de cela, et qu'il y a des gens qui survivent, eh oui, on survit. On survit par nécessité. Et de Lyon, il est descendu ici. Quand il est arrivé ici, avec son vélo, mon père en plus, il n'avait pas pu faire la guerre parce qu'il était réformé, il n'était pas apte. Et il est resté 3 jours, et il est reparti. Et il est reparti, là il est reparti à vélo, le vélo, mais dans les camions de l'armée américaine. Alors, ne nous parlez pas des Américains. Moi, quand j'ai vu les Américains arriver, j'étais tout petit. Et je faisais, non, je ne veux pas les soldats, je ne veux pas les Allemands. Parce que le mot allemand était soldat. Soldat et allemand, pour moi, ça voulait dire la même chose. Et quand, et là, et pourtant, on devait beaucoup de choses, nous, à nos Américains. Car, ça c'est off, mais off parce que c'est pas d'Antibes. Mais en 1935, quand il est allé aux États-Unis, qu'il a rencontré pour la première fois, petit Français, il a rencontré les Américains et son mentor, à qui il a envoyé des variétés nouvelles à essayer. Et le mentor, 2 ans après, il les mettait sur son catalogue américain. Une des toutes premières roses de mon père aux États-Unis, c'est Golden State. Et cet Américain n'était pas un gars de plantes, c'était un gars de relations publiques. Et ce gars de relations publiques a fait en sorte que la rose Golden State soit présentée en même temps que l'exposition universelle de San Francisco. Là, ça a été le début de l'histoire. Et puis la deuxième grande histoire, mon père leur a envoyé quelque chose, mes parents leur ont envoyé quelque chose juste avant la guerre. Après, il y a plus de, les ponts étaient cassés, c'était tout foutu. Et la rose après la guerre a été la rose qui s'est appelée la rose de la paix, the Peace Rose. Et ce fameux Robert Pyle avait fait en sorte que sur chacun de ceux qui allaient créer les Nations Unies, une bricole, il y a une rose Peace. Monsieur Meillan, j'aimerais que vous me décriviez la baccara et de m'expliquer les raisons de son immense succès, s'il vous plaît. Alors je ne vais pas vous la décrire parce que c'est compliqué. Il faut bien fixer qu'on est après la guerre. Donc beaucoup de choses se sont passées entre avant et après. Et vous n'avez qu'à regarder les automobiles. Elles n'étaient plus les mêmes. Les gens avaient besoin d'autre chose. Que ce soit les fabricants, les garagistes, etc. Et cette rose est tombée au bon moment. Son baptême a été fait à Cannes en 1954.
Et je vais vous parler d'une immigrée à nouveau. Une certaine Abegum. La Begum, la femme de l'Aga Khan. Mais pas l'Aga Khan que les gens se souviennent, de l'Aga Khan, son père. Parce que c'est pas Ali Khan, c'est Aga Khan. Et elle était là, et elle a été la marraine. Les Khan sont des Ismaéliens. Les Ismaéliens, c'est une branche des musulmans. Le peuple doit être de 80-90 millions de personnes. Et à côté d'elle, il y avait l'évêque de Nice. Car à l'époque, tout ça se passait sans aucun problème. Il y avait aussi la reine du Cambodge. Donc, oui, on tournait au milieu d'un milieu particulier où on pouvait se bouger et ne pas être pris pour des larbins. Au contraire, on était créateur de roses. Mais qu'est-ce que c'est que créateur de roses? Et la rose baccara a été baptisée lors d'une célèbre exposition florale à Cannes, des floralies de Cannes, magnifiques, 54, moi j'avais 14 ans. Hein. Donc, et ça s'est passé de façon magnifique. Mais ce n'est pas parce que le baptême a été fait que la rose était une grande rose. Elle était déjà dans les mains de quelques producteurs de la région antiboise. C'était une des premières roses de fleurs coupées à avoir un brevet. Ça, c'est un monde complètement fou quand on le pensait avant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est ce que mon père a ramené de son voyage de 1935 aux États-Unis. L'idée, oui, les plantes peuvent se protéger. Donc celui qui les crée peut être, pendant le temps de la protection, ça dure 20 ans, rémunéré par des royalties. Si on parle de royalties aujourd'hui, on est évidemment le dernier des traîtres à la civilisation. Seulement la recherche ne se fait pas avec rien, surtout au niveau auquel mon père voulait la faire, et l'a fait le temps qui lui restait à vivre au Cap d'Antibes. Et la rose baccara a été probablement la première grande rose de fleurs coupées, on va dire européenne. Elle a été un peu aux États-Unis, mais qu'en Californie, parce qu'elle avait le climat avait des similitudes et la façon de cultiver des similitudes avec la Côte d'Azur où elle était née, et elle a permis pendant 20 ans d'encaisser des redevances sur les pieds, les plantes qui étaient vendues et mises dans les serres et exploitées, et non pas sur les fleurs, au contraire de ce que raconte tout le monde et n'importe qui. Donc, oui, ça a permis que cette rose qui a été exceptionnelle, parce qu'elle avait une qualité première, on va dire, c'était de pouvoir voyager sans aucun inconvénient pendant quelques jours, sans eau, et de pouvoir traverser les différents pays de notre continent. Il n'était pas question de fleurs venant de Colombie, d'Équateur ou du Kenya, c'était des fleurs qui étaient de la Côte d'Azur ou de la côte italienne et qui partaient dans le nord ou vice-versa, qui pendant l'été revenaient du nord de l'Europe dans le sud de l'Europe. Voilà. Son histoire, elle est venue au bon moment où les gens cherchaient quelque chose de particulier. Puis vous savez, son nom, la marque Baccara, est restée dans la mémoire des gens parce que ça a été la première rose qui a vraiment eu un nom qui a dépassé le stade des horticulteurs, de ceux qui la produisaient. Elle est arrivée chez les fleuristes, ils l'ont appelée Baccara. Ils savaient qu'elle s'appelait Baccara. Et puis, il y a même quelques consommateurs finaux qui savent ce que c'est Baccara. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui disent Baccara, la rouge, parce qu'il paraît qu'il y a des Baccaras qui sont blanches ou jaunes. Ils utilisent le nom Baccara comme étant le synonyme d'une rose coupée à longue durée en vase. Voilà ce qui a fait son succès. Alors il est évident que dans les deux criées antiboises, qui étaient quand même le lieu
de prédilection de toutes les transactions des fleurs du canton d'Antibes. Je ne parle pas d'Antibes-Ville, mais du canton, parce qu'il y avait Biot, il y avait Valbonne, il y avait Valoris, etc. Et bien, ça fait aussi un peu la richesse de certains producteurs, parce qu'ils avaient pas de souci à la garder 2-3 jours dans leur frigo pour la vendre juste au bon moment. Ils ne la vendaient pas forcément le lundi, ils commençaient à les vendre à partir du jeudi, mais ils pouvaient les garder sans aucun problème parce qu'elle avait cette qualité particulière d'avoir une très bonne, alors comment on dit shelf life en français, une très bonne durée en magasin et non pas en vase. J'imagine que aussi c'est ses qualités esthétiques aussi. Alors elle était différente de toutes les roses qu'ils avaient connues. Elle avait un bouton pas très grand, un peu court, un peu carré. La fleur était carrée. Elle s'emballait très bien parce qu'elles s'embriquaient les unes aux autres, alors que ça n'avait pas été voulu. C'était pas du tout voulu, mais au travers des travaux de sélection, d'essayer de comprendre ce que pourrait faire cette variété, 7-8 ans après avoir fait le petit croisement, on a vu en plusieurs occasions que cette variété avait des qualités vraiment avec un pétale très très dur qui durait, qui pouvait pousser avec la chaleur ou avec le froid, qui avait quand même, vous savez, la baccara, il y a une variété de pommes que vous connaissez, forcément. Vous en mangez. Elle s'appelle Golden. Et sous le nom de Golden, ils vous donnent n'importe quoi. Mais c'est resté l'image de la Golden. Oui. Baccara, c'est un peu l'image de la rose de cette époque-là qui avait des qualités particulières. Et les gens continuent de l'appeler Baccara, alors que ce n'est pas forcément Baccara qui est cultivé et vendu. Parce que je suppose qu'aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus sous serre à ma connaissance. Le terme Baccara, c'est votre père qui l'a inventé aussi? Oui, avec son partenaire d'esprit qui était un soyeux lyonnais. Et le mot Baccara qu'il faut écrire sans T, parce qu'il n'a rien à voir ni avec la ville de Baccara, ni avec les cristalleries de Baccara. Baccara, c'est un jeu. Et ce jeu, on gagne quand on a 2 cartes. Et Baccara pouvait être aussi bien une rose de fleurs coupées qu'une rose de jardin. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Baccara. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a l'idée du marketing, voilà, aussi. Mais ils ont toujours eu des idées. Alors aujourd'hui, on les met dans des boîtes, on dit marketing, on dit ceci, cela. C'était des gens complets. Ils ne s'adressaient pas à un bureau qui réfléchissait à ceci ou cela. Vous savez, mon père avait une façon de raisonner. Il fallait qu'il dépende de personne. Donc, il avait son propre photographe des roses, qui était à domicile, il était, entre guillemets, employé, il était payé chaque mois, même s'il ne faisait pas de photos. Il avait son imprimeur à lui, à Paris, et il avait son service juridique à lui, ce n'était pas forcément des avocats. Cette personne s'adressait à de bons avocats dans différents pays. N'oubliez pas qu'à cette époque, et les jeunes d'aujourd'hui s'en rendent absolument pas compte, ils sont contre l'euro, ils ne savent même pas ce que c'était que d'avoir, pour partir d'ici et monter en Suède, on changeait 6 fois de monnaie. Je ne parle pas des lires italiennes, où on ne savait jamais son cours. Mais si vous voulez, toutes les factures qui étaient faites par des petites maisons, car nous étions que des petites maisons, nous ne sommes que des petites maisons, des artisans, il fallait les libeller en lire italienne, en pesetas, en francs suisses, etc. Attendez. Et puis on avait un pays, une règle phytosanitaire, on ne pouvait pas transporter les végétaux librement d'un pays à l'autre sans un certificat phytosanitaire. Les gens ne se rendent plus compte de ces choses-là. Mais effectivement, le fait d'avoir un continent
Bon, un pays qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais God Save the Queen. Mais si vous voulez, c'était une révolution. Si je prends le contexte plus large de l'époque de la création de la baccarat, je vois deux phénomènes importants. C'est la conjoncture en France qu'on appelle les 30 Glorieuses, et à l'échelle internationale, la révolution des transports avec l'essor du transport aérien. Est-ce que j'imagine que la baccarat a bénéficié de ces deux, comment dire, de ces deux évolutions? Alors, elle n'a pas bénéficié du transport aérien parce que à l'intérieur de l'Europe, les compagnies aériennes n'ont pas joué un rôle de transporteur de fleurs de droite, de gauche. Vous savez, les fleurs néerlandaises, hollandaises, qui allaient il y a encore peu de temps à Moscou partaient en camion. Les fleurs et les plantes qui descendaient d'Alsmere aux Pays-Bas pour Naples, elles descendaient en camion. Ce qui a fait la révolution, c'est les camions frigo. Ça a été une révolution que nos amis américains ont bien fait bien avant nous, et avec des distances bien plus grandes. Donc, et effectivement, il y a eu... Baccarat pouvait être chez les fleuristes 12 mois sur 12. Incontestablement, si nous n'avions pas eu l'apport de la génétique naturelle chinoise, nous n'aurions pas les roses d'aujourd'hui. Et les roses d'aujourd'hui, ben, elles sont quand même remarquables. Alors, dans la région, vous avez un grand créateur de roses, qui d'ailleurs, j'ai vu celles qui essayent de porter leur nom, c'est les Nabonans. Et les Nabonans étaient à Cannes. Il y a eu 2 frères, il y a eu le père, etc. Et ils ont créé, dans ce laps de temps, des roses qui sont dans le monde entier. Mais plus personne ne le sait. Alors heureusement qu'il y a des gens comme cette personne qui fait partie que vous avez réunie. Alors, il y a une autre rose qui est importante, donc dans les roses créées par Meillan, c'est la rose de la paix. Oui. La Peace Rose. Est-ce que vous pouvez me raconter son histoire étonnante? Ah, l'histoire est plus qu'étonnante parce que son croisement, donc l'opération très simple, s'est fait en 1935, quelques semaines avant que mon père aille aux États-Unis. Il avait 23 ans. Et il a fait ce croisement en 1935. 3 ans après, il a vu que la rose promettait. Il avait un mentor dans la région de Grenoble qui s'appelait M. Charles Ballerin, qui avait un jardin de curé, 300-400 mètres carrés, et qui était un grand créateur de roses, et qui s'est fixé spécialement sur la couleur. Lui, il était de métier, il était chimiste. Alors il voyait tout au travers de la chimie des couleurs. Et il lui dit, Francis, là tu as quelque chose qui est assez exceptionnel. Francis dit, répondant à son mentor, il n'y a pas de problème, Monsieur Ballerin, je l'envoie où vous voulez. Et il lui dit, tu l'envoies le plus vite possible aux États-Unis, tu l'envoies chez tes amis allemands et italiens, et c'est une rose qui devrait faire une grosse impression. Alors la rose, elle était d'un jaune canari. Elle était très grande, avec les pétales très ourlés. Et puis, au bout de quelques jours qu'elle s'ouvrait, elle devenait rosée sur les bords. Elle restait avec une taille et une forme magnifiques. Elle part aux États-Unis avec
parce que ça c'est encore... oui, elle part aux États-Unis par la dernière valise diplomatique du consul américain à Lyon, avant la guerre. Car Lyon était zone occupée. Et elle est partie chez nos amis allemands et italiens. Et puis, en France, elle a commencé à plaire, à les mettre dans des concours de roses où on garde les plantes 2 ans. Elle a gagné des concours très très importants. Et en France, ils l'ont appelée Madame Antoine Meilland, du nom de la maman de Francis, qui était décédée à 46 ans. Donc c'était la rose du souvenir, là. Et puis, la guerre terminant, il voit arriver une missive, une lettre, ou comme on disait à l'époque, un pneumatique, des États-Unis, Francis Tarrose, numéro tant, une merveille. Elle a bousculé tous les critères de l'époque et elle vient de remporter le Grand Prix, le winner du All America Rose Selection, un système de 26 jardins aux États-Unis qui notait pendant 2 ans les roses sur le plan technique, etc. Mon père n'était pas très familier avec le système américain, bien qu'il était allé là-bas en 1935, mais il n'y était pas retourné. Et puis, ce monsieur Robert Pyle lui dit, Francis, prépare-toi à venir, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes voir le phénomène. Et il ne part qu'en 1947. En 1947, il arrive là-bas, un peu à l'américaine. Presque on lui jetait les confettis dans la rue, parce qu'il était celui qui avait créé la rose qui s'appelait aux États-Unis Peace. Ça, il n'avait jamais anticipé d'avoir une réception pareille. Et ça a été à la fois un choc, mais un détonateur pour dire, bon, ben maintenant, je vais faire plus que de la création, et plus de pépinières, plus de multiplication pour vendre les plantes, etc. Je vais consacrer ma vie à créer des variétés nouvelles. Mais pour ce faire, je vais tenter l'opération d'obtenir des brevets dans différents pays européens, parce que ce sera le seul moyen. Il les avait aux États-Unis, et là il y a une parenthèse importante que je vous livre, bien que ce soit pas anti-bois, mais que je vous livre. Et c'est que ce Robert Pyle, la guerre arrivant, ses créateurs à lui de roses étaient européens. Et dans les Européens, il y avait 2 ou 3 Français, il y avait un Espagnol, il y avait un Néerlandais, il y avait un Allemand. Et leurs roses étaient brevetées aux États-Unis. Donc, cette firme américaine, Robert Pyle, encaissait des redevances qu'il devait verser la proportion qui revenait au créateur. Il jouait le rôle d'un éditeur. Alors, il avait 2 qualités. Ça peut vous paraître bizarre, mais un, il était américain, et deuxièmement, religieusement parlant, il était Quaker. Et les Quakers, c'est une branche des protestants, mais très stricte. Je n'ai jamais vu boire un verre de vin. Une fois, je l'ai vu boire un verre de champagne. Mais il faisait une distinction entre le vin, parce que le vin, c'était rouge, et l'autre était blanc, c'était proche de l'eau. Mais c'était une bonne occasion qu'il avait de boire ce verre de champagne. Et comme il était américain et Quaker, il avait ouvert à tous ses créateurs européens en temps de guerre, il avait ouvert leur compte en banque aux États-Unis sans leur demander quoi que ce soit, parce que de toute façon, ils ne pouvaient rien leur demander. Il n'y avait aucune... Et à la fin de la guerre, chacun
s'est retrouvé avec un pactole américain. Donc quand mon père a vu ça, il a dit, qu'est-ce que je fous à Lyon? Je viens près de ma belle famille, ma femme sera heureuse de retrouver, puis moi je serai très content parce que le climat n'est pas le même. Il avait un peu voyagé aux États-Unis, dans le sud, dans la Californie, etc. Il avait vu ce que c'était et il a décidé, et ils sont arrivés le 1er mai 1948, et par un fait du hasard, parce que les Américains avaient laissé, les soldats américains avaient laissé des surplus américains. Dans les surplus, il y avait un véhicule qui s'appelait Matford, et la Matford, en fait, en question, c'était une ambulance. Et elle avait encore la croix. Ils sont descendus de Lyon à Antibes, ils n'ont pas eu de problème avec l'ambulance. Ils sont arrivés au Cap d'Antibes avec l'ambulance, et ça a été la transhumance, et là il a amené toute la tribu, de tout son petit groupe lyonnais, dont certains sont devenus horticulteurs à Antibes, dont un est devenu créateur à Antibes, Michel Krylov, qui a été réfugié. Il a été réfugié russe, blanc, chez mes parents, avant la guerre, car lui, il a fui, et il avait ses parents là-bas. Donc Michel Krylov est venu à Antibes avec mes parents, et il était indépendant, il a créé ici, il a fait des choses magnifiques. Et comme ça, il y en a eu plusieurs qui ont laissé leur terre natale. Vous savez, l'immigration, c'est très important. L'appel du soleil était quand même plus fort que les saucissons chauds. Mais on mangeait encore un peu de saucissons chauds de temps en temps à la maison quand même. Mais tout ça mélangé avec du provençal calabrais, ça allait très bien ensemble. Ça, c'est une histoire vraie d'une famille qui a vécu. Il y a une écrivaine, puisqu'on dit comme ça maintenant, anglaise, mais elle aussi était d'origine russe, Antonia Ridge. En 1973, elle est venue rester 2 mois avec mon grand-père, Papa Meillan, qui était déjà un monsieur d'un certain âge. Et elle a fait un livre qui s'appelle For Love of a Rose. Le livre a tiré, vous n'allez pas me croire, 4 millions d'exemplaires. Et il n'a été écrit au départ qu'en anglais. Et ma femme, avant que vous ne veniez, m'a trouvé l'édition allemande, qui est la traduction, ça n'a pas été modifié, et qui a été fait aussi en allemand. Donc, et oui, alors tout ça, je ne peux pas tout raconter ça à mes enfants. Ils en reviendraient la grosse tête. Moi, je ne suis jamais allé dans les casinos. Si je vous parle de la proximité de tous ces gens qu'on a vus, qu'on a approchés, mais on n'a jamais été invité chez eux, puis on aurait été emmerdé d'être invité chez eux, si vous voulez, mais oui, on les a côtoyés, oui. Alors moi, j'ai une photo de mon père avec 2 personnages très importants, parce qu'à l'époque, on avait des fêtes, et des fêtes populaires magnifiques. C'était un endroit qui s'appelle Tourette-sur-Loup. Et tous les ans, il y avait la fête des violettes, là-bas de la vallée. Puis un jour, il y avait un homme qui s'appelait Vittorio De Sica. Plein de gens aujourd'hui ne savent plus qui est Vittorio De Sica. Hein? Bon. Puis il y avait une jeune femme qui s'appelait Brigitte Bardot. Puis il y avait un couillon, c'était Francis Meillan, qui était avec sa machine de fleurs pour les deux, parce que en plus de faire son boulot dans les roses et tout ça, il faisait ce qu'on faisait à l'époque. Il n'avait pas beaucoup de monde autour de lui, mais il faisait les relations publiques. Et puis après tout, Francis Meillan, c'était Francis Meillan. Pour les gens, ils avaient vu son nom, ils l'avaient vu apparaître, etc. Mais vous savez, un jour, il était dans l'avion, il partait à Paris avec son seau. Dans le seau, il y avait de l'eau, parce qu'à l'époque, on pouvait monter dans l'avion avec des seaux et de l'eau. Et puis, il avait les roses.
Et puis il partait chez son photographe imprimeur pour pouvoir voir que les fleurs qui étaient prises en photo ici seraient bien reproduites par le grand imprimeur parisien pour que ce soit impeccable. Le grand imprimeur, c'est Dreger, la maison Dreger. Ça a été un des maîtres de l'imprimerie en France. Et puis à côté de lui, il y avait un monsieur qui était là. Et ils se mettent à bavarder. Puis c'était monsieur Christian Dior. Eh bien, monsieur Christian Dior, il a eu sa rose. Créée par qui? Au hasard. Il était à côté. Et puis moi, quand je passe où il a sa vieille propriété, eh bien oui, on est en train de lui faire de refaire le jardin là-bas. Ah. Et on a réactivé cette rose Christian Dior, qui a eu une carrière en Europe, mais aussi une carrière aux États-Unis. Et puis, à part nos amis américains, il a fallu quand même qu'on épelle, que l'on décompose comment on prononçait Christian Dior. Moi, j'ai encore tout ça. Là, je vous parle ils sont morts, mon père en 58, Christian Dior est mort en 55, donc c'était un peu avant. Moi, j'ai vécu toutes ces périodes-là. Vous me direz, j'ai commencé très jeune. Eh oui, j'ai commencé très jeune. Mais j'ai commencé parce que j'avais rien d'autre à foutre et que le reste ne m'intéressait pas. Je m'intéressais, si vous voulez, j'étais devant ces familles réunies qui... Les histoires, je les connaissais par cœur parce que je les écoutais et je les écoutais les raconter entre eux et je me disais, mais attends, qui c'est ça alors? Alors dans ce pays, il y a un roi. Ah bon, nous on n'a plus droit depuis longtemps, on s'en moque, etc. Moi j'étais à Londres en vacances quand Élisabeth II a été couronnée. Parce que moi mes vacances, ce n'étaient pas des vacances... j'allais chez les correspondants de mon père. Donc j'allais à Nottingham dans la... Et alors un jour c'est un immigration officer américain qui me dit je tends mon passeport français et malheureusement je lui parle en anglais. Et il me dit vous avez fait vos études aux États-Unis? Non. Vous avez travaillé aux États-Unis? Non, je n'ai jamais travaillé aux États-Unis. Je suis inconnu des services américains, j'y vais, je viens, etc. Alors, il me dit, mais comment ça se fait que vous parliez anglais comme ça? Je lui dis, vous connaissez Sherwood Forest? Il me regarde, il me dit... Je lui dis, c'est une forêt qui est à côté de Nottingham, et là, j'ai un copain qui s'appelle Robin Hood. Et je vais voir mon ami Robin Hood avec mon petit vélo, et je le rencontre, et on parle tous les deux tranquille. Il me dit, vous travaillez chez Walt Disney. C'était le système, la simplicité de la réaction d'un officier américain de l'immigration. Voilà, c'était comme ça. Mais mon père avait exigé, et ma mère aussi, qu'on parle anglais sans aucun problème, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre langue. C'était notre langue maternelle, et puis l'anglais était la grande langue véhiculaire. Voilà, donc il a bien fallu le faire, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, parce que j'étais tout petit, j'étais tout jeune, j'avais à peine 12 ans. J'avais pris quand même le train d'Antibes pour aller à Londres. Et puis arrivé à la gare, j'ai dit le nom de l'hôtel, le gars m'a dit, je ne connais pas. J'ai dit, bon Dieu, là il va falloir que tu fasses des efforts. Si aujourd'hui on dit ça aux touristes qui arrivent ici et qui disent bonjour, alors là on est perdu. Ben voilà, c'était l'époque de... Il fallait s'en sortir, et il fallait s'en sortir par ses propres moyens. Et c'était comme ça, et c'est comme ça qu'il faut qu'on continue, enfin, que nous faisons avec nos enfants. Nos enfants, ils sont bilingues sans aucun problème, il le faut, c'est indispensable. En conclusion, j'aimerais que vous me racontiez le lien qu'il y a entre la Rose de la Paix, donc création de Meilhan, avec les Nations Unies. Oui. Alors, tout d'abord, la Rose de la Paix,
elle a eu cette grande fortune d'être remise dans un petit vase à chacune des délégations qui ont formé à San Francisco la première réunion fondatrice des Nations Unies. Alors, ne me demandez pas l'année exacte en ce moment, parce que là, je suis un peu perdu dans les années. Mais on va la trouver. Et donc, elle est devenue diplomatiquement célèbre à ce moment-là, grâce à tout ce travail qu'avait fait Robert Pyle, et qui était incontestablement un très très grand communicant. Et donc, le temps passe, la Rose est probablement première au box-office, etc. Et puis, il y a relativement peu de temps, mais il y a une vingtaine d'années, peut-être qu'on va pouvoir marquer quand est-ce qu'a été créé les Nations Unies, il y avait les 50 ans des Nations Unies célébrés à Genève. Et l'équipe de Boutros-Ghali avait dit, on va faire quelque chose d'important pour marquer les jeunes, pour que les jeunes aient quelque chose qui leur restera dans la tête. Donc, il invite un représentant par pays, je crois qu'il y en avait 249, de 14 à 16 ans, dans le grand amphithéâtre des Nations Unies à Genève. Et la mission que nous avions, c'était d'amener des fleurs de peace pour que Boutros-Ghali les donne aux enfants de chacun de ces pays, en leur faisant un discours absolument magnifique. Cette rose a été l'emblème de la fondation des Nations Unies à San Francisco. Alors, je ne me souviens plus l'année. En 1945, je pense. Non. Non? Non, je pense que c'était après. Mais je ne sais plus. Et je ne me souviens plus. Mais il y en a qui doivent avoir des portables et qui pourraient nous donner la date exacte. Mais bon, peut-être qu'ils ne sont pas dans la salle. Et donc, ça a été une réception extraordinaire. Et j'ai voulu que la personne qui offre le bouquet de roses avec moi, à côté de moi, ce soit mon fils Anthony, qui avait juste l'âge des autres, et qui était le petit-fils de celui qui avait apporté, entre guillemets, la rose peace au monde, comme il disait dans ces temps-là. Et ça a été extraordinaire. Je n'ai pas une belle photo officielle, parce que ce n'est pas ce qu'on recherchait, mais j'ai une photo avec Boutros-Ghali et puis recevant sa rose. C'était assez émouvant. Et cette rose continue d'avoir elle porte quelque chose incontestablement en elle. En tout cas, cette mémoire est très importante pour beaucoup. Et là, en 2022, on a découvert un livre dessiné, comme une bande dessinée, sur la rose peace, faite par des Américains. Et on a évidemment tout de suite acheté des livres, parce qu'on s'est dit, tiens, peut-être que, etc. Puis, au bout de quelques jours, il n'y en avait plus. Mathias a dit, il faut qu'on en achète. Il est rentré en contact avec l'éditeur, etc. On a reçu les quantités que l'on voulait. Et alors, ce livre, il a été créé par des Américains. Les dessinateurs des photos, puisqu'il n'y a pas de photos, c'est dessiné, ce sont des Russes. Et le livre a été imprimé, devinez où, dans la Grande Chine. Ça, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de plaisir plus grand.